quand tu viens d'un pays comme le Congo, quand tu viens du tiers-monde, tu peux pas te moquer des gens pauvres. C'est tes gens, tu vois. On avait déjà pigé tout ce que tu captes en ce moment. Au fond, je suis comme tout le monde, je fais mon taf en me droguant. Les hommes deviennent poussière, la glace peut brûler comme le magma. Yo, salut tout le monde, c'est Char. Retrouvez mon interview sur Nayuno avec Couleur 3. Ouais, la vie augmente. Demain sort le 3e volume de ta trilogie La vie augmente. Comment tu te sens aujourd'hui? Bien. Mieux qu'il y a 2-3 jours. Encore une fois, parce que hors caméra, je t'ai demandé si t'avais aimé. Tu m'as dit que oui, et la plupart des gens qui ont eu le lien d'écoute ont apprécié l'album, donc c'est cool. Ouais, c'est une bête de projet. Ouais, merci mon gars. Les gens qui vont sortir des disques cette année, là t'as mis une barre très haute. Ouais, de l'extérieur, moi je vois un gars super talentueux, mais je sens aussi que t'es un gars qui est plein de doutes et qui est pas forcément conscient pas conscient peut-être de tout son talent, et c'est sûrement aussi ça qui fait que t'es la personne et le rappeur que tu es. C'est douloureux pour toi justement un peu de te présenter au monde, de sortir ta musique, de sortir des projets à chaque fois. Mais je crois que c'est dans la nature du mot artiste, il y a le doute qui va avec. Tu vois, même si tu vois des artistes hyper confiants, moi j'y crois pas des masses, tu vois. Tu fais que douter, tu te remets en question tout le temps. Et c'est pour ça que moi par exemple je demande tout le temps aux gens, t'as écouté, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et c'est les gens qui me disent un peu ce qu'il en est. Et des fois même les gens me disent c'est bien, mais j'ai l'impression qu'ils mentent. Je vais lui demander 3 fois, t'es sûr que c'est bien, t'es sûr, tu me dirais et tout. Hein. Mais là vraiment je crois tout le monde dit qu'il y a une évolution, tout ça. Et voilà, je vais essayer de travailler sur ça aussi, hein, sur la confiance en soi, c'est important aussi. D'être sûr de soi en studio et tout. En fait, moi quand je sors un morceau, le jour même je suis sûr, je l'écoute 2-3 jours, mais c'est à chaque fois que le suivant arrive, il efface celui d'avant, tu vois. Donc c'est un peu effet domino, c'est compliqué. Et genre pour enregistrer La vie augmente 3, t'as fait ça sur combien de temps? En fait j'ai pris mon temps parce que, tu vois, pour sortir des disques, il y a des périodes en fait, tu vois, par exemple au mois de juin c'est bien, puis tu dois laisser les vacances, puis tu viens en septembre, novembre et tout. Et donc à chaque fois on ratait des délais, parce qu'on n'avait pas encore l'équipe pour les clips et tout, donc je savais que j'avais 2-3 mois de plus, quoi. Donc je l'ai fait assez chill. Je l'ai fait chill, j'allais en studio quand je voulais, et puis à un moment on a vu qu'on était prêt. Visuellement parlant, et là je parle des covers des 3 projets, il y a une continuité. À chaque fois on part sur un gros plan sur ton sourire. Ouais. Mais décliné de façon différente. Tu peux un peu nous expliquer l'idée derrière ces 3 pochettes? La première, il y a déjà cette dimension bonheur. Où tu souris vraiment. Ouais, il y a le sourire sincère. Il y a les dents, l'écart entre les dents, c'est ce qu'on appelle les dents du bonheur. Donc c'était déjà dans le premier volume une manière de s'ouvrir aux bonnes choses, tu vois, d'exploiter ce truc-là. Finalement, ça veut dire beaucoup de choses, quoi, avoir les dents du bonheur. Et puis c'était quelque chose, peut-être à l'époque quand j'étais plus petit, j'avais peut-être honte, tu vois, de cet écart que tout le monde l'avait pas forcément. Et donc, comme plein de gens, tu décides d'en faire une force, tu vois, et de l'assumer, tout ça. Après, ce que je voulais véhiculer, c'est que c'était moi, sincèrement. Puis dans le deuxième, je trouve qu'il était un peu plus introspectif. Et puis le troisième, j'ai l'impression... La deuxième, c'est donc... c'est une radio. C'est toujours, voilà, c'est plus une photo, mais c'est une radio de ton sourire. C'est ça. Et moi, ce que je voulais montrer dans le 3, c'est qu'en fait, la radio, là, l'introspection, c'était comme une opération, tu vois. Tu vois, la radio, c'est comme si t'avais été faire des petits changements. Et là, j'ai l'impression d'être vraiment en mode robot, tu vois. Le 3, donc c'est toujours un robot. C'est un robot qui sourit, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un boulot. Tu vois, on doit le faire un peu comme machinalement, tu vois. Après, il y a aussi l'aspect des émotions, où j'apprends peu à peu à gérer ces émotions et à devenir, sur certains sujets ou certains aspects, beaucoup plus froid, à prendre beaucoup de recul. Ce robot-là, il symbolise ça. Et puis, il y a le côté un peu cendre, qui, tu vois, ça fait un peu renaissance, un peu phénix et tout. On avait plusieurs choix de texture. J'ai choisi celle-là pour le côté cendre aussi, tu vois. Moi, la dernière m'a un peu fait penser à un Terminator, en fait. Clairement, ouais.
clairement, ouais. Et je me suis demandé si c'est que tu revenais pour tuer tout le monde, ouais. Je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est ça un peu. Mais j'en avais une autre, et mais elle faisait peur. Ok. Tu vois, c'était une autre texture un peu plus noire comme ça, tu vois, c'était du noir, peinture noire. Mais j'ai regardé, je l'aimais bien, mais elle faisait peur, tu vois. J'étais un peu angoissé quand je la voyais, et là, c'est l'entre-deux, tu vois. C'est toi qui as eu, c'est toi derrière l'idée ouais. Des pochettes. Ouais, du premier, je savais que j'allais rester là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me proposer autre chose, mais je leur ai dit non, il faut rester dans ce truc-là, même dans les mêmes proportions et tout. Et ouais, c'est moi, je suis impliqué dans tout ça. Toujours visuellement, donc aussi peut-être au niveau de tes clips, ta façon même de t'habiller, tu as un truc assez particulier, tes clips aussi, c'est... Je m'implique, mais j'essaye de pas trop, par exemple pour les clips, de pas trop faire d'ombre aux gars, tu vois, mais j'essaye toujours d'amener des idées, quoi. Mais c'est pas... je pense pas qu'on pourrait écrire co-réalisé par Isha et telle personne. Par exemple, le dourag, c'est moi, je lui ai juste dit, moi je veux faire ce mouvement du dourag à la cagoule, tu vois. J'ai juste imposé ça. Et puis il m'a dit ok, il a écrit autour de ça, tu vois. Souvent j'ai un truc un peu central et le gars il écrit autour, tu vois. Dans une interview récente avec ClickTalk, tu expliques que la vie augmente, c'est un leitmotiv pour toi, soit une sorte de thème ou d'idée qui t'accompagne toujours. Ouais. Mais précisément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vrai, la vie augmente, mon interprétation, ça va mieux en fait. La vie augmente, moi je voudrais que, c'est ce qu'on fait un peu avec nos potes, tu vois, tu sors une dernière paire, la vie augmente, tu sors une dernière voiture, la vie augmente, tu vas mieux, t'as bonne mine, la vie augmente, t'es marié, la vie augmente, c'est tous ces trucs positifs, ça parle vraiment d'élévation en fait, mais aussi bien financièrement que spirituellement, c'est vraiment l'élévation dans tout son aspect, quoi. Pas juste un truc d'inflation, le prix des loyers. Non, en fait, les gens ont cru, tu vois, mais moi, ça pourrait être interprété comme ça, mais moi, mon explication, c'est ça, tu vois. Frère, la vie augmente et on est là, quoi. C'est positif. Ouais, vraiment. C'est cool. Toujours dans cette même interview, tu dis, il n'y a pas de différence entre un gilet jaune et un rappeur, parce qu'on veut juste s'en sortir, vivre aussi bien que ceux qui sont au-dessus. Cette comparaison que je trouve très juste, je pense pas que beaucoup de rappeurs auraient pu la faire. Ça me ramène à ce que tu dis dans un de tes nouveaux morceaux, Boulot, où tu rappes « Ne compare pas à tous ces rappeurs, on est diamétralement opposés. Je crois qu'il est temps de vous le signifier. Signifier, ouais. Je vomis leur manque d'humilité. Ouais. Désolé pour... j'ai pas beaucoup de flow. C'est normal. Comment t'expliques ce côté un peu loin des réalités et du quotidien du peuple chez certains rappeurs? Mais... je le disais hier, en fait, même moi, depuis 2-3 ans, je suis un peu dans la vie d'artiste et je me rends compte que j'oublie en fait les gens normaux. Tu vois, je me réveille tard, j'ai des horaires particuliers, donc je vois pas les gens aller au boulot, je suis un peu déconnecté. Et je pense que le rappeur, l'artiste en général, surtout quand il vit de son art, il est déconnecté de tout ça. Et c'est pour ça que des fois, il y a même des débordements, tu vois, de tweets ou même des comportements où des rappeurs parlent mal. Ils oublient en fait que tout le monde mérite le respect et qu'il y a des gens qui travaillent et que voilà, faut les respecter, tout ça. Tu fréquentes que des artistes en fait. On est contre-artistes. On fréquente plus les gens normaux. Donc à un moment donné, on peut dire ou faire des choses qui montrent qu'on est déconnecté. Et par exemple, moi, je le dis, putain, j'ai fait plein d'interviews, je l'ai dit souvent, mais c'est important de le redire. C'est que moi, ce qui me choque le plus, c'est que les rappeurs, une fois qu'ils atteignent une notoriété et la richesse qui va avec, ils peuvent dénigrer les gens d'en bas, alors qu'ils viennent d'en bas, tu vois. Alors que leur quartier est en bas, alors que leurs voisins, tout ça. Donc se moquer des pauvres, en fait. Tu vois, je comprends pas le concept. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi un rapport au-delà des rappeurs, mais simplement aux artistes, aux célébrités en fait, parce qu'un rappeur, quand il est connu, devient célèbre, donc une célébrité. Le public te met sur un piédestal, les gens sont partout tu payes plus tes sapes, tu vas au restaurant, t'offres la bouffe, les gens sont en train de tous te dire que t'es génial. Et tes pieds touchent plus le sol à un moment. C'est très difficile de rester ancré dans cette réalité. Est-ce que ça, c'est un truc que toi, qui te fait peur, de perdre justement cette notion de réalité? Non, parce que moi, j'ai l'impression d'être connecté tous les jours à ces gens-là, quoi. Moi, personnellement,
je fréquente que des artistes, mais je suis quelqu'un d'ouvert. Donc ça veut dire que même quand je rentre ici dans une salle de concert, le travailleur, le mec qui fait les lumières, je vais lui parler, je vais m'intéresser à lui, tu vois. Je peux parler à tout le monde. Mais tu deviens comme ça quand tu calcules plus trop les gens, en fait, quand t'es que avec des gens importants et que... Ouais, voilà, dans cette interview chez Click, tu parles justement du fait que t'es entouré d'artistes et tu dis que justement sur le plateau même, t'es entouré d'artistes, que les techniciens sont souvent des artistes. C'est ça, c'est des artistes, ouais. J'ai trouvé ça hyper touchant parce que c'est tout à fait réel, ouais. C'est très vrai, mais souvent c'est ces artistes qui sont en bas de l'échelle finalement, qui ne seront jamais mis en avant tel que un chanteur ou un acteur ou quoi que ce soit. Et on la lumière, elle est... Enfin, on ne les met pas assez souvent en lumière, ou même ne serait-ce qu'en parler comme tu en as fait. Et je pense que c'est un truc qui doit... Et c'est vrai, parce que même l'autre jour, je faisais une interview, il y avait un mec qui était là, tu sais, qui faisait un peu les lumières, et puis après, il m'envoie un message plus tard dans la soirée pour me dire qu'il fait des clips, et il monte des clips, et il est bon, en fait, tu vois. Et vraiment, il y a des artistes partout dans cette industrie. Ouais. Bien sûr. Dans un autre morceau du nouveau projet, Chaud devant, tu dis... Papa, jamais je ne me moquerai de ceux qui n'ont pas un radis. D'où vient cette compassion, cette empathie? C'est ce que je disais avant, c'est que quand tu as des parents pauvres, tu as eu des parents pauvres, ben jamais tu fais une promesse à tes parents, enfin défunts parents, tout ça, tu leur dis que tu te moqueras jamais d'eux, tu vois. Quand tu viens d'un pays comme le Congo, quand tu viens du tiers-monde, tu peux pas te moquer des gens pauvres. C'est tes gens, tu vois. Et c'est une promesse. Justement, c'est peut-être le fait de l'écrire, de le chanter, c'est une manière pour moi, tu sais, comme de me le tatouer, comme la vie augmente, de pas oublier et de me dire, putain, si un jour je deviens comme ça, dites-le moi, les gars, tu vois. Toi, tu me diras, ah ouais, mais gros, oublie pas, t'as dit ça. Mais hier, je t'ai vu, t'as dit le contraire, fais attention, Isha, t'es en train de partir en sucette. Mais ça reste très, très... Enfin, dans le monde en général, j'ai envie de te dire, il y a de moins en moins de compassion, de moins en moins d'empathie. Ouais. Et le rap, qui est un peu un sport de combat où on doit tous se foutre des... Enfin, c'est un peu la boxe, donc on veut un peu s'écraser. Ouais. Donc c'est pas souvent qu'on retrouve ça, excuse-moi, dans le rap, et je trouve ça vraiment hyper intéressant chez toi. Ça. Non, je crois que c'est Kerry James, il disait, t'es pas obligé d'écraser les gens pour briller, en fait. Et c'est juste ça, il faut pas écraser les gens, t'as pas besoin. Tu peux briller sans écraser personne, et je garde cette phrase en tête, quoi, ouais. On revient sur le morceau Boulot. Tu y dis aussi je suis souvent au boulot pour chanter la misère du monde. Prêter ta voix à ceux qui n'en ont pas, c'est une mission que tu t'es donnée? Peut-être pas une mission, mais je sais que je me suis toujours posé une question, c'est est-ce que je suis utile au monde? Et je sais que ce que je fais, c'est utile pour certaines personnes, tu vois. À partir du moment où tu rentres de ton premier à ton dernier projet, tu vas recevoir des messages. Et même dans tes moments de doute, où tu doutes, tu vas recevoir un message qui va te bouleverser. Et alors c'est là que je me dis que, ouais, il y a un côté un peu mission, mais que j'ai du mal à assumer, tu vois. Dans le sens où je me sens pas obligé. Tu vois, là, j'ai traité de certains sujets un peu plus politiques, mais c'est pas une obligation. Et si on me demande de le refaire... je me sens pas obligé, j'ai envie de le faire, je le fais, j'ai pas envie, je le fais pas. Souvent, quand on te met dans cette case-là, tu restes enfermé là-dedans, tu vois. J'ai envie de pouvoir faire des morceaux bêtes et méchants où je parle de rien non plus, tu vois, c'est important pour moi. Vu qu'on parle du boulot, tu as travaillé au SAMU social à Bruxelles. C'est donc un dispositif d'urgence sociale qui aide les SDF niveau hébergement, soins médicaux, accompagnement psychologique. Notre projet, c'est de venir en aide, venir au secours des personnes qui sont sans abri, des personnes qui sont en détresse sociale, afin de leur proposer une aide d'urgence. Pourquoi tu as choisi Staff et qu'est-ce que tu as retenu de ce que tu as vécu là-bas? C'est vraiment le destin qui m'a amené à Staff, parce que je cherchais un taf et j'avais une amie qui travaillait là. Je lui ai demandé, j'ai déposé mon CV, ils m'ont engagé dans la même journée. C'est plus tard, une semaine ou deux après, que j'ai compris que c'était un travail pour moi, que dans les évaluations, j'avais toujours les meilleures évaluations, parce que comme ils disent, j'ai la fibre sociale, quoi, tu vois. Ils disaient que j'avais la fibre sociale. Ce que ça m'a apporté, c'est de l'ouverture, et je le dis pas aussi très souvent, c'est pour ça que je vais te le dire maintenant, c'est de savoir aussi qu'on est dans des pays qu'on critique beaucoup, énormément, mais finalement qui font beaucoup de choses pour
pour ces gens-là, tu vois. Parce que quand tu penses allez, je sais pas, il y a des pays pas si loin que ça, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Tu vois, et donc ça m'a montré qu'on était un peu anti-système par moment, mais quand même, quand tu rentres un peu dans le système, tu te dis, putain, c'est bien quand même. Tu sais, il y a des migrants qui viennent d'Espagne, enfin des SDF qui viennent d'Espagne, parce qu'ils savent qu'en Belgique, on traite mieux, ils sont mieux traités, tu vois, il y a plus de centres et tout. Donc ça a un peu calmé ma révolte envers l'État, ça m'a un peu réconcilié avec l'État, même si j'ai encore des petites revendications par rapport à ça. Et puis, voilà, tu te rends compte de la chance que tu as, tu te rends compte que c'est une mission d'aider les gens. Tu vois, quand c'est un truc que tu sois à l'intérieur, tu dois le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent. Hein. Ouais, des fois, il y a des gens, ils veulent faire des actions un peu sociales, mais ils hésitent pendant un an. Ouais, j'ai envie de faire ça, mais vas-y, en fait. Prends tes potes, fais-le, tu vois. Et fais du bien autour de toi, et c'était important, quoi. Je vais t'en reparler un peu plus tard, mais là, quand je t'écoute parler, tu me fais vraiment penser à Tupac. Ah bon? Ouais, grave. Merci. Grave. Il avait ce côté complètement proche des gens et ouais, à vouloir défendre ceux qui ont rien. Mais vraiment, tu sais, je remercie. C'est dommage que je l'ai compris à 33 ans, mais je remercie mes parents, tu vois. Parce que c'est vraiment mes parents qui étaient comme ça, tu vois. Qui sont arrivés. En fait, ils sont arrivés en Europe, il y avait déjà cet esprit d'entraide. Tu vois, t'arrives, c'est pas ton pays. Tu découvres des gens qui étaient là 5-6 ans avant toi. Ils vont te montrer l'administration, ils vont tout te montrer. Après, toi, tu vas accueillir d'autres gens, et puis les cousins, les cousines. Tu vois, c'est mes parents, en fait. C'est mes parents. Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des gens qui vivent que pour eux. Vraiment. Tu sais, pour moi, c'est inimaginable d'un mec. Par exemple, je vais te poser la question, bon, qu'est-ce que t'as fait de bien ce mois-ci pour aider quelqu'un? T'as fait quoi? Et il y a des gens, ils vont réfléchir 1 heure et ils n'ont rien fait. Et cet état-là, de vivre pour soi ou être généreux avec les siens, tu sais, ta famille, c'est facile, en fait, tu vois. Mais c'est ouf pour moi. Qu'est-ce que tu as fait pour quelqu'un que tu connais pas, par exemple? Moi? Non, je dis pas toi, mais par exemple, comme question. Déjà, c'est pareil des bagarres. Quand tu vois un mec qui se fait défoncer devant toi, on est dans des pays, aujourd'hui, en 2020, il n'y a personne qui bouge. Tu vois? Moi, je sais que moi et mes potes, même si on voit un sabre, on va s'avancer, on va dire non, il peut pas mourir devant nous, tu vois. Je préfère prendre un coup de sabre que de voir un pauvre gars crever devant moi. Je vais en rêver de ça toute ma vie, tu vois. J'ai rien fait, tu vois. Et ça, déjà, si on commence par réprimer les trucs comme ça, c'est déjà bien, tu vois. À fond. Toi-même, t'as un parcours de vie pas facile. Ouais. Donc, comme fils d'immigrés congolais en Belgique, ouais. Parents qui divorcent, ton ouais. Papa qui décède il y a une 15aine d'années. C'est ça. Ton frère qui est décédé l'année passée. Ouais. Il y a un moment où tu es tombé dans la vie de la rue avec tous ces vices et tous les dangers qui vont avec. Dans plusieurs articles que j'ai lus, ils parlent de toi comme un miraculé. Ouais. Ta propre mère t'aurait dit qu'à 25 ans... que j'allais mourir dans la rue. Exactement. Pourquoi les gens, votre mère vous disait ça? Parce que c'est la rue. Elle me dit dans la rue, et parce que j'ai des cousins qui ont été tués aussi. Il y a des trucs qui se passent. T'en as 33 aujourd'hui. Est-ce que tu te sens comme un survivant? Ouais. Ouais, quand je vois dans ma ville un peu ce qui s'y passe, à cette heure-ci, ce qui s'est passé avant, ouais, je me sens comme un miraculé. J'ai toujours eu du mal à décrocher cet environnement. C'est comme si tu avais des chaînes qui t'attachaient à ça, tu vois. La plupart des mecs, ils savent pas pourquoi ils traînent en bas et tout. Tu sais, tu te réveilles, t'y vas, tu vois. Et puis de savoir que c'est la musique qui a réussi à couper ces chaînes, tu vois, l'industrie musicale, tu vois. Le business a réussi à couper. Et qu'aujourd'hui, parce que moi, je me rappelle, j'ai grandi, j'étais incapable de rester à la maison. Ça veut dire même sous angine, malade, la crève de ouf, je sortais. En hiver, je devais sortir. Et en fait, le fait d'être devenu casanier, ça m'évite pas le problème. Tous les week-ends, je rigole, tu vois. Je me dis, putain, si j'étais sorti, je verrais ce tel genre de choses et tout. Et aujourd'hui, un vendredi ou un samedi soir, ça veut rien dire pour moi. Ça veut rien dire. Des fois, les gens ils m'appellent, ouais, c'est samedi. Je dis rien, c'est samedi, et alors? Tu vois, je veux dire. Et Dieu merci, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui sont en prison parce que justement, ils sont dans cette culture du samedi, du vendredi, on s'allume et puis on fait n'importe quoi, tu vois. Ça veut rien dire.
Dans un entretien avec Viceland Therapy, tu expliques à un psy que tu étais tombé dans un cycle infernal et ultra violent. Un de tes meilleurs potes t'a même poignardé dans le dos. Ouais. Tu racontes aussi que tu étais vraiment alcoolique et que c'est en priant que tu as trouvé la force d'arrêter de boire. Ouais. La spiritualité, c'est important pour toi? Ouais, c'est important. Je pense que c'est encore une fois les parents, tu reçois un peu ça des parents, puis tu te poses des questions, et puis vraiment dans la vie, je crois, il y a des signes. Tu vois, tu reçois des signes clairs, des gros signes, et il y a des gens qui les voient, d'autres qui les voient pas. Après, je sais que moi, j'ai déjà parlé à des gens, des signes que je voyais, ils me prenaient pour un illuminé, ils disaient, mais c'est pas des signes, ça, tu vois, c'est juste le hasard, tu vois. Mais après, chacun choisit sa position, et quand les signes deviennent de plus en plus intenses, et plus fréquents et plus clairs, ça fait augmenter un peu ta spiritualité, tu vois. Et je pense que, voilà, dans ma vie, j'ai eu trop de signaux, quoi. Dans La vie augmente 3, tu abordes le sujet de la religion à plusieurs reprises. Dans Dourac, tu rappes RDC, nous, nos pères ont été élevés par des prêtres. On nous frappait quand on cite moi le Ave Maria. Comment tu vois les religions? Je les vois toutes bien, mais je les vois... pour moi, elles doivent toutes être accompagnées d'une recherche personnelle, enfin d'une réflexion en fait, personnelle. Et moi, j'ai suivi plusieurs courants, j'ai grandi dans un, j'ai suivi un autre, et je me rends compte qu'en fait, c'est pas... La religion, c'est pour moi, hein, t'as la spiritualité, la religion, mais toi, t'es un élément central de tout ça. Et les gens, souvent, ils se sortent de tout ça, ils sont un peu spectateurs de ça. Mais en fait, moi dans mon... C'est un cheminement. Hein. Peut-être dans 4 ans, je te dirais, en fait, j'avais tort, je reviens vers ça, tu vois. Mais j'ai l'impression que quand tu t'es l'élément central, ta spiritualité, elle augmente, en fait. Parce que tu acceptes que les choses te traversent, elles passent par toi, et puis tu en ressors ce que tu veux. Et les gens, en fait, c'est comme si la spiritualité, ils étaient en dehors, ils étaient spectateurs et ils voulaient un peu appliquer. En fait, c'est fou ce que je vais dire, mais il faut essayer de sentir Dieu, quoi. Sentir l'amour, sentir la haine, sentir le diable aussi, le mal. Il faut essayer de le sentir. Et dès que tu le sens, tu comprends beaucoup de choses, en fait. Mais quand tu dis « je suis un libre penseur, personne ne me remettra mes chaînes », est-ce que ça veut dire que la religion, ça pourrait pas être une prison mentale, finalement? Non, ça veut dire qu'on nous a empêchés, justement, d'amener nos réflexions à nous dans cette religion, tu vois. Dans les religions et la spiritualité. On nous dit en fait tout ce qui vient de nous n'est pas bon en fait. Forcément c'est humain, c'est pas divin. Mais en fait, moi je pense qu'il y a une lumière, elle va refléter sur l'être humain. L'être humain il va ressortir quelque chose. Et cette chose-là, ça va être sa spiritualité, sa religion, tu vois. Et les gens ils acceptent pas que ça rentre chez toi et ça ressort. Ou bien c'est que des guides spirituels ou tu vois des saints, on prétend qu'il n'y a que les saints qui peuvent recevoir la lumière et puis en sortir autre chose. Et moi, je pense que, voilà, les signes dont je te parle, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui savaient le faire, en fait, qui avaient besoin de le faire. Un autre morceau où tu parles religion, c'est Les Magiciens. Ouais. Là où tu parles vraiment des colons évangélistes qui sont venus en Afrique. Le feu est sorti de leur bateau, sur la plage le sang a coulé. Ils ont pris l'or et les diamants, ils ont laissé le livre magique. Le livre magique, j'imagine que c'est la Bible. La Bible, ouais. D'où t'es venu l'envie de faire ce morceau? De mon éducation, le pays, enfin mes origines. Mon père qui était historien, aussi qui était spécialisé dans le Congo belge, la question de la réconciliation, de l'histoire, tu vois, Lumumba, tout ça. Et, donc j'ai grandi dedans, j'ai assisté à énormément de conversations. Et puis, tu sais, j'ai toujours dit que je voulais pas cette étiquette de rappeur un peu, tu vois, on revendique et tout. Mais je pense que là, à cette période-ci, tu vois, c'est maintenant que des morceaux comme ça doivent se faire. Parce que j'ai l'impression, tu vois, moi j'ai 33 ans, mais quand je regarde les petits de 16, 17 ans, j'ai l'impression qu'ils sont prêts, en fait, cette génération-là, elle est prête à marcher ensemble, à se réconcilier, à se protéger, tu vois. Je vois beaucoup plus par exemple, de gens issus des minorités qui sont protégés par les autres, en fait, leur classe, leur lycée et tout, tu vois.
Tu vois, par exemple, des migrants, on dit, ouais, on va l'expulser, tu vois, tout le monde se mobilise et tout. Et je pense que moi, je sentais pas ça à mon époque, tu vois. Je sentais pas ça du tout. Et maintenant, il est temps de mettre un peu ces questions sur la table pour la nouvelle génération, en fait, pour qu'ils puissent résoudre le problème. Et par ça, le rap, c'est le meilleur outil pour commencer à véhiculer ce genre de petites graines, en fait, semer des graines. Tu comprends? C'est intéressant. Je trouve que tu as un point de vue très positif sur pas mal de trucs. On pourrait voir le côté plutôt négatif, en fait, que si des gens doivent protéger ces migrants, c'est parce qu'il y a des gens qui essayent de les attaquer. Ouais, c'est vrai. J'ai oublié. Non, mais c'est bien. En même temps, je trouve ça hyper... On est dans une ère où, avec les réseaux sociaux, où tout est tellement polarisé que, enfin, moi, des fois, j'ai l'impression que, il y a plus de discussion entre les gens. C'est soit t'es pour, soit t'es contre, et tout le monde s'énerve. Et puis toi, là, ce que tu me dis, ça me réconcilie un peu avec l'homme, j'ai envie de te dire. Non, vraiment, mais les jeunes, ils sont pas là-dedans. Ils veulent plus la guerre. Ils veulent plus. Ils veulent de la paix, ils veulent du vivre ensemble. J'ai l'impression, ce que je vois. Et puis vraiment, je parle souvent de ça, mais le rap, l'art, la musique et tout ça, comme on fait plus de place là pour l'instant, ça prend plus de place, ça va jouer un grand rôle là-dedans, tu vois. Ça va vraiment jouer un grand rôle. Ouais, c'est Jay-Z qui disait qu'aux États-Unis, rien n'avait fait autant pour la lutte antiraciste que le rap. Ouais. Parce que les gamins qui mettent des posters de 50 Cent dans leur mur, enfin ils disent, c'est un vieil interview, donc c'est pour ça que je te cite 50 Cent, mais ou je sais pas quel futur ou star d'aujourd'hui, ils mettent ces posters sur leur mur et leurs idoles sont, c'est peut-être des petits Texans blancs, puis leurs idoles sont des Renois, donc forcément il y a un truc positif, je pense, en termes de représentation. Pour ce côté, lutte antiraciste. Vivre ensemble et tout. Et vivre ensemble, exactement. Justement, un des trucs que je trouve le plus intéressant chez toi, à travers ta musique, ou même ta personne, même si je te connais pas, mais à travers les interviews, c'est ton côté profondément humain. Mais quand je dis humain, c'est par rapport à l'aspect aussi complexité de l'être humain. Ok, c'est bien ça. Tu fais preuve d'une très grande sensibilité, mais tu es aussi super hardcore. T'as des punchlines super drôles et très imagées. D'ailleurs, La vie augmente 3, ça se termine avec ces mots. Et si j'écris des textes et que je coupe des têtes, c'est juste pour décorer les murs. Écrire des textes, découper les... c'est aux antipodes tout ça. Et j'ai trouvé cette phase hyper forte. Et pour moi, cette phase, c'est un peu comme un échantillon de qui tu es. Et est-ce que c'est pour ça que tu as décidé de terminer ce projet sur ces mots? Ouais, clairement. Hein. Clairement, c'est toujours important, les premières... Et puis moi, je voyais même pas la première phrase de La vie augmente volume 3. Je voyais la première phrase de La vie augmente volume 1. Du morceau La vie augmente, tu vois. Donc c'était important, je voyais comment la trilogie avait commencé. Puis je me dis, ouais, je peux la terminer comme ça, c'est cohérent, tu vois. Tu peux te rappeler comment elle a commencé? Je suis le cadet d'une grande famille, mais les 3/4 ne me parlent plus. Tu vois, je veux dire. Et je trouvais que... En fait, comment j'ai terminé cette trilogie-là, même avec la cover robot un peu, tu vois, c'était un peu plus dur, tu vois, je commence un peu doux dans l'enfance et puis ça termine là-dessus. Je trouve, et puis en fait, c'est tout un cheminement qui m'a amené à ça et voilà. Et il y a même dans le 2, mais il y a personne qui a remarqué, c'est que dans le 2, je commence par dire, je dis, j'aimerais mourir comme un guerrier, tu vois. Et puis à la fin, je dis, à chaque couplet, je fais harakiri, tu vois. Mais personne n'a remarqué, tu vois. Et c'est déjà un truc où je commence, tu vois, je parle d'une mort de guerrier, après je te dis que c'est harakiri, tu vois. Et voilà, mais bon. Peut-être, t'as pas... Ouais, non, t'as pas remarqué. Parce que tu connais bien, t'analyses bien le morceau. Mais je l'ai moins... Ouais. Je l'ai eu vachement moins... Enfin, La vie augmente 3, je l'ai eu vraiment pendant 24 heures. Ouais, c'est ça, ok. Je l'ai écouté à fond, et surtout, je trouve... Les autres projets sont très bons. Hein. Ouais. Mais si tu me dis que le 3 est mieux, moi je suis heureux. Enfin, tu montes vraiment, t'es arrivé déjà très fort avec le 1. Ouais. Le 2, tac, on comprend que t'es là pas pour rien. Et ce volume 3, c'est waouh. C'est un level. Justement, et le dernier track du projet s'appelle Décorer les murs, vu que tu vas les décorer avec des têtes et des disques d'or. Des disques d'or, ouais. Voilà. C'est avec le pianiste Sofiane Pamar. Ouais. C'est pour moi un des meilleurs tracks que j'ai entendu ces dernières années. Ça fait plaisir.
français, quinri, belge, suisse, tout ce que tu veux. C'est incroyablement beau, super bien écrit, la prod incroyable, le piano, machin, enfin, c'est les larmes. Merci. La dualité qui t'habite y est omniprésente, notamment quand tu dis mi-violent, mi-pacifique, du chagrin et du mépris, un code pénal et un fusil à pompe, je suis Martin Luther X. Pour moi, le fait que tu ne fuis pas tes contradictions, que tu les assumes clairement, que tu les mets même en avant, ça me fait penser à certaines légendes du rap. Donc je t'ai cité Tupac avant, je te citerai encore Prodigy de Mobb Deep ou Jay-Z, avec notamment sa fameuse phase où il dit I'm like Che Guevara with bling on, I'm complex. Donc je suis comme le Che Guevara avec du bling bling, je suis complexe. Si, c'est lourd. Et niveau rap français, en fait, je réfléchissais, j'étais là, mais attends, en fait, c'est Booba et Ali dans la même personne. Et je sais, est-ce que ces comparaisons te parlent? Ouais, clairement. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est vrai. T'es fort, hein, parce que je pense avoir cette rage que B2O pouvait avoir dans Lunatic, là, cette révolte et tout, et exactement ce côté un peu, les gars, calmez-vous. Bah, y a ce côté, tu vois, t'as ce côté... t'es un peu rebelle aussi, Ali, mais c'était... Mais il y a ce côté pour moi où bah, c'est le bon et le mal, mais c'est aussi ce qu'on a par rapport au rap. Le rap peut être très très ignorant, et j'adore le rap ignorant. Moi aussi. Par exemple, Booba, il y a un côté super ignorant, même si... Enfin, attention. Non, la plume est incroyable. Mais tu vois, enfin, c'est bête et c'est brut des fois, mais d'une manière tellement incroyable. Et puis après, il y a ce côté hyper intelligent, réfléchi. Et toi, tu as tout ce paquet-là, tu l'as. Et il y a très peu de... je pense il y a hyper peu d'artistes qui arrivent à avoir les deux ce pôles. Paquet-là ensemble. Okay. Exactement. Souvent, c'est un mec qui va faire que du rap très ignorant, ou alors ça va être quelqu'un qui va faire du rap très conscient. Et toi, tu arrives à concilier les deux, et pour moi, c'est le meilleur du rap, quoi. Ah ben, ça fait plaisir, bien sûr. Qui sont les rappeurs un peu que toi, tu vois comme tes pairs? Enfin, que tu estimes, ou que dans on va parler de rap français, puisqu'on parle francophone, mais moi, j'ai beaucoup aimé Tandem. J'ai aimé l'album de Tandem, on l'écoutait encore hier. Pour moi, c'est un des derniers vrais albums de rap, tu vois. Avec la trilogie, tout ça. Puis la trilogie, c'était incroyable. Ouais, Mac Taylor, le général, tu vois. C'était... Il y a eux, il y a eu Salif. C'était plus le Salif de Tous Ensemble et tout, tu vois, boire de l'eau. C'est lui qui m'a en fait amené l'amour des... Je suis pas très j'en fais pas tout le temps, mais je sais en faire, mais les multisyllabiques et tout, l'art de la rime. C'est vraiment Salif qui me l'a emmené, je le trouvais super fort. Multisyllabique à 7 syllabes, tu comptes, tu t'aperçois qu'il y en avait 9. Après, il y a eu FD Phénomène, puis les X-Men, Time Bomb et compagnie, quoi, tu vois. C'est tous ces gens qui arrivent à jouer avec les mots, mais ils mettent beaucoup de sens, quoi. Parce que c'est la... Je dis souvent, Nubi aussi, c'était un des meilleurs dans cet exercice-là, qui pouvait te dire des rimes de ouf, mais elles avaient un sens et ils développaient des idées, mais tout en rimant, c'est... pour moi, c'est ça la vraie performance du rap, quoi, tu vois. La technique et le sens, quoi. Ouais, c'est tous ces mecs-là. Il y a 2 ans, tu as collaboré avec notre cher Makala National sur le track 243 Mafia dans La Vie Augmente 2. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Par Thibaut, son producteur, et mon producteur aussi, qui ils se connaissaient. Puis ils avaient chacun leurs équipes, et puis on s'est vu plein de fois, en fait, tu vois. Et moi, j'écoutais des sons de Makala. Enfin, mon producteur avait les albums en avant-première et tout. On a saigné Makala, tu vois. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un génie. C'est vraiment un génie, mais je mettrais le mot incompris derrière, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que les gens comprennent pas son délire. Et il aurait pu naître à un autre endroit, les gens auraient compris, ou bien il est né un peu trop tôt. Tu vois, mais vraiment, c'est un génie, c'est un des rares mecs. Et puis le côté scène que je peux voir sur scène, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe, tu vois? J'ai jamais vu ça, les quinries et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, clignement, tout est calculé. Il cligne des yeux, c'est en même temps que la basse. Enfin, tu vois, tout est parfait, tu vois. C'est vraiment, je prends des leçons en l'écoutant et en le regardant rapper, tu vois. Et j'espère qu'un jour, les gens vont comprendre, hein.
Bon, la Suisse a l'air de comprendre, hein, parce qu'il est vachement mis en avant ici. Mais vraiment, c'est un des rares mecs où je pourrais mettre ce mot génie, tu vois. Parce que je peux pas comparer avec quelqu'un d'autre ce qu'il fait. Ouais. Récemment, il y a eu une petite polémique entre lui et le journaliste Mehdi Maizi. Je crois que... Ah, je savais pas. Ah, tu savais pas. Ok, Ouais. bah, je vais t'apprendre quelque chose. Ok. Quand Mehdi a dit qu'il kiffait à fond l'album, mais qu'il n'y avait pas de banger, pas de tube sur l'album de Makala. Ça a créé une petite polémique sur Twitter. Il n'y a pas de tube, il n'y a pas de banger, il n'y a pas ça, c'est clair. Donc il faut prendre le temps de se mettre dedans. Est-ce que tu as un avis sur le sujet? En fait, ça dépend de la définition du tube. Tu comprends ce que je veux dire? C'est clair qu'il y a une définition du tube français, tu vois. Mais je pense que moi, toi, on a une autre définition du tube. Complètement. Donc je pense que si Mehdi, il dit ça, parce que j'aime beaucoup Mehdi comme Makala, il parle du format tube francophone que le public de 16-24 va consommer, tu vois. Le public Skyrock, peut-être. Ouais, donc ça veut dire que je pense qu'il n'a pas tort quand il dit qu'il n'y a pas ces codes-là dans les tubes de Makala. C'est un compliment, en fait. Ouais, finalement. mais demain, on va à Détroit, il y a des gens, ils vont même pas comprendre ce qu'il dit, ils vont dire c'est un tube, tu vois. Donc voilà, moi je pense que c'est juste chacun sa définition, ils ont la leur, on a la nôtre. Et puis voilà. Mais peut-être que finalement, en fait, ne pas faire de tube façon rap français, c'est un compliment. Ouais, c'est d'autres. Ouais, c'est clair. Et c'est un truc que, autant chez Makala, la Super Wack Click, ou d'autres rappeurs en Suisse, ou chez toi, ou chez d'autres rappeurs en Belgique, il y a ce que j'aime bien, moi, c'est justement ce côté, on fait du rap en français, mais on fait pas du rap français. Ouais, on est hors format, on n'est pas dans ces formats-là, quoi. Ça, Ouais. Toi, t'en penses quoi? Moi, je comprends Ce qu'a dit Mehdi? ce qu'a dit Mehdi par rapport au côté, comme tu l'as expliqué, tube, rap français, radio. Ouais. C'est pas pour Skyrock, enfin je pense pas. Mais peut-être que ça pourrait l'être si Skyrock prenait ses couilles et, enfin tu vois, essayer au moins de mettre en avant. Mais c'est vrai que dans le rap français, les singles sont tellement formatés que je peux comprendre. Après, par rapport au mot banger strictement, ça je dis non. Il y a des bangers. Il y a des bangers. Ça, et puis sûr. je crois que tu sais que l'album les projets de Makala, tu les comprends sur scène. Aussi. Moi, je te jure, j'ai l'impression il y a au moins 40% que tu vas comprendre sur scène. Tu vas dire ok, c'est ça. Et puis tu vas retourner chez toi, tu réécoutes d'une autre manière. C'est pour ça que c'est un projet, un artiste qu'il faut défendre sur scène. Il doit en faire beaucoup et il va peu à peu prendre du public et ils vont comprendre. Après, je me dis peut-être qu'il est aussi trop généreux par exemple dans le projet Radio Suicide. Peut-être que c'est trop pour les gens. Ouais, peut-être qu'il faut leur donner un peu petit à petit le truc. Comme tu as dit, il est peut-être en avance sur son temps. Moi, je pense aussi, c'est que il faut faire les choses petit à petit. Tu arrives, tu donnes ça et tu t'amènes une passerelle pour autre chose. Et c'est vrai que... Mais ça, c'est les génies, c'est qu'ils n'arrivent pas à contenir. Tu vas pas dire à un génie, ouais, attends, dose. Ils sont pas dans le dosage. Ils prennent le truc et bam, tu vois. Sinon, on n'appellera pas ça des génies, tu vois. Et voilà, mais c'est comme ça. Faut dire pas Makala dans le top 10. Je sais que je fais de l'effet car le zop glisse. Je ne passerai pas le permis, je fuck de. La vie augmente volume 1, 2, 3. Ce ne sont pas, à proprement parler, des albums. Non. On va mettre ça on appelle ça projet, mixtape. Ouais. Tu prépares un album. Comment ça se prépare différemment, un album? Je pense qu'au niveau écriture, je m'applique un peu plus. Je prends plus de temps, voilà, là j'ai capté que je suis rentré dans un truc avec des thèmes, j'essaie de mettre des thèmes et tout, et les prods, ça va beaucoup jouer sur les prods et les arrangements. Ce qui manque mais ce qui est volontaire dans les LVA, c'est qu'on n'a pas passé énormément de temps dans les arrangements, mais là j'ai vraiment envie de faire un truc magistral, on va dire, quoi. Et je dis souvent là, dans Tony Hawk, si tu te rappelles l'outro de Tony Hawk, ça reflète un peu ce que j'ai envie de faire tu vas prendre des morceaux et les sublimer, level up le truc, quoi. Tu vas bosser avec les mêmes gens, tu bosses avec des autres gens? Ouais, je pense qu'ils font déjà du bon taf. Hein. Ok, clairement. Ouais, je vais bosser avec les mêmes, ouais. Clairement. Ouais. Que ce soit en interview ou sur des morceaux, Vas-y, viens, frérot. Il voit des caméras, il peut pas s'empêcher. Assis-toi. Fais pas comme nous, fais pas comme Dinos. Il est fou, ouais. Que ce soit en interview ou sur des morceaux, tu fais souvent allusion au fait que tu veux pas rapper longtemps. Ouais.
pourtant tu as clairement un don et quelque chose à partager, qu'il faut faire partager, que tu dois même, finalement, que tu te dois de partager avec les gens. Pourquoi cette envie de ne pas durer dans ce rap game? Parce que ce truc, il se limite pas qu'au rap. Il se limite juste pas qu'au rap. Tu vois, là, je parle à peut-être un média rap, mais je pourrais parler à un autre média de faits de société, sans parler de rap, en fait, sans que ce soit autour du rap. J'ai envie de faire du cinéma, j'ai envie de tester des choses. En fait, cette sensibilité qui m'a emmené à faire du rap, elle peut m'emmener à faire plein d'autres choses. Et je conseille vraiment à tous les rappeurs de pas croire que, en vrai, ils sont réduits au rap. Je leur redis encore, Thierry Henry, il avait dit, ouais, les gens, ils oublient que les footeux, ils sont intelligents. Il dit, quand tu vois le style de jeu de Mbappé, tu comprends que le mec est intelligent. Et moi, j'ai envie de dire aussi, quand tu vois la musique de Makala, la musique de Alpha One, tu comprends que c'est des mecs intelligents. Et donc, ils ont des choses à faire en dehors du rap aussi. Il y a des grandes sociétés qui ont besoin de mecs intelligents. Tout le monde a besoin de mecs intelligents, il n'y a pas que le rap. Donc moi, j'encourage tout le monde à prendre le rap comme... à déjà préparer l'après-rap. Comment je vais me mettre au service du monde, de la société, en dehors de la musique, tu vois. Isha, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, tu connais bien mon son, t'as bien compris, gros.